Je m'appelle Léa, j'ai 15 ans et il y a quelque temps, j'ai fait quelque chose d'horrible. Mais avant de te raconter mon histoire, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines histoires. Tout a commencé quand j'ai obtenu une bourse pour l'une des écoles les plus prestigieuses de Manhattan. La première fois que j'ai traversé les couloirs de cette école, j'ai tout de suite ressenti que j'étais différente. Les élèves discutaient de leur week-end dans les Hamptons ou des derniers spectacles à Broadway. Moi, je rentrais chaque soir dans notre petit appartement de Brooklyn, serrant contre moi le sac de marque contrefaite que ma mère m'avait offert pour mon premier jour. Un jour, pendant la pause déjeuner, Clara, la fille la plus populaire de l'école, s'est penchée vers moi avec curiosité. Léa, tu habites où exactement? Ce n'est pas loin de l'Upper East Side, j'espère. Prise au dépourvu, j'ai répondu sans réfléchir « Non, c'est juste près de Central Park. » Super, ce n'est pas loin de chez moi. Tu pourrais peut-être nous inviter chez toi alors. Ma mère voyage beaucoup pour son travail, tu sais. Elle dirige une entreprise. J'ai dit toute confuse. Clara a paru satisfaite et m'a fait entrer dans sa bande d'amis. J'étais devenue l'une des filles les plus populaires et bien sûr riche. Pour parfaire ma façade de richesse, je ne pouvais pas me permettre de négliger mon apparence. Ma garde-robe devait être irréprochable. Heureusement, ma mère avait un talent incroyable pour la couture. Avec juste quelques bouts de tissu, elle pouvait faire des merveilles. Elle passait donc des heures à confectionner des robes, des jupes et des chemisiers qui semblaient tout droit sortis des plus grands magasins de la 5e avenue. Tu mérites d'être bien habillée pour exceller encore plus dans tes études, ma chérie, me disait-elle en ajustant une robe à ma taille. Et quand je marchais dans les couloirs de mon lycée avec mes nouvelles copines, personne ne s'imaginait que j'étais en réalité très pauvre. Mais une fois de retour à notre petit appartement de Brooklyn, la réalité reprenait le dessus. Ma mère, épuisée après une longue journée de travail comme domestique chez des familles aisées de Manhattan, retrouvait son sourire dès qu'elle me voyait. Elle mettait de côté sa fatigue pour s'assurer que je ne manquais de rien, quittant même parfois notre domicile avant l'aube pour gagner encore un peu plus d'argent. Je l'admirais pour sa force et son dévouement, mais plus je fréquentais les riches, plus je ressentais de la honte d'être sa fille et de venir de ce quartier pourri et dangereux. Je voyais bien qu'elle faisait tout pour moi, se battant chaque jour pour m'offrir le meilleur. Elle travaillait sans relâche, sacrifiant son propre bien-être pour que je puisse avoir une chance de réussir. Mais prise dans le tourbillon des apparences et du désir d'appartenance, j'avais perdu de vue ce qui était réellement important. Et ce n'est que lorsque tout s'est écroulé que j'ai compris. Un jour au lycée, Clara est arrivée vers nous en souriant et toute excitée. Les filles, j'ai une super nouvelle. Ma meilleure amie fête son anniversaire ce week-end et vous êtes toutes invitées. Mon cœur avait fait un bond dans ma poitrine. Être invitée à cette fête, c'était la consécration, le signe ultime d'appartenance à ce monde de privilèges, car c'était le genre d'événement où tout le monde voulait être invité, et j'étais l'une des chanceuses à être sur la liste. Mais en me rendant à cette fête, je m'attendais à tout sauf à ce qui allait suivre. L'ambiance était électrique, avec de la musique, des rires et des conversations animées. Mes nouvelles amies et moi nous étions installés confortablement sur des canapés, riant et bavardant. C'est alors que j'ai levé les yeux et que j'ai vu une silhouette familière à l'autre bout de la pièce. Ma mère était là, portant un tablier, tenant un plateau de biscuits fait maison qu'elle proposait aux invités. Mon cœur s'est arrêté. Clara m'avait dit que la famille de son amie engageait des domestiques pour les événements spéciaux, mais je n'avais jamais imaginé que ma mère serait l'une d'entre eux ce soir-là. J'ai rapidement détourné le visage, mais c'était trop tard. Elle m'avait déjà vue. Ma mère s'est dirigée vers nous, le regard plein d'amour et de fierté. « Léa, chérie, a-t-elle dit avec un sourire chaleureux. Tu voudrais un biscuit? J'ai gelé, sentant tous les yeux braqués sur moi. La honte est montée en moi. Sans répondre à ma mère, j'ai tourné la tête, faisant semblant de ne pas la reconnaître. Tu es sûre que ça va, ma chérie? A-t-elle encore demandé. Je sentais de plus en plus les regards curieux de mes amis se poser sur moi.
Prise de panique et d'une honte insupportable, j'ai répliqué d'une voix froide et distante. « On ne te paie pas pour poser des questions. Dépose le plateau et continue ton travail. » Le sourire de ma mère s'est éteint instantanément, remplacé par une expression de douleur et d'incompréhension. Elle a semblé déstabilisée un instant, mais a choisi de ne pas insister, poursuivant son chemin à travers la pièce. Mais le mal était fait. Je pouvais sentir le poids des regards inquisiteurs de mes amis. « Pourquoi cette femme te parlait ainsi? Tu la connais ?» a demandé une des filles avec suspicion. Hésitante, j'ai répondu « Je crois que son visage me dit quelque chose. Elle a peut-être travaillé chez nous aussi à un moment donné. » La tension dans l'air était palpable. J'étais prise au piège de mes propres mensonges et ce moment resterait gravé dans ma mémoire comme l'instant où j'avais trahi ma propre mère pour préserver ma réputation. La soirée a continué dans une atmosphère lourde pour moi. Même si j'essayais de me mêler à la conversation et de sourire comme si de rien n'était, chaque rire et chaque parole sonnaient faux à mes oreilles. J'étais torturée par la honte et la culpabilité. Une fois la soirée terminée, je suis rentrée chez moi avec une boule au ventre, anticipant la confrontation avec ma mère. Mais à ma surprise, quand je suis entrée dans notre petit appartement, elle m'a accueillie avec son sourire habituel, bien que ses yeux trahissaient une profonde tristesse. « Tu t'es bien amusée, ma chérie ?» m'a-t-elle demandé doucement. J'étais incapable de répondre, prise entre le désir de lui avouer la vérité et la peur de la décevoir encore plus. J'ai simplement hoché la tête, évitant son regard. Les jours qui ont suivi, ma mère a continué à prendre soin de moi comme si de rien n'était, comme si cette soirée ne s'était jamais produite. Mais chaque geste, chaque sourire, chaque parole de sa part me rappelait mon acte odieux. Un soir, après une longue journée de cours, je suis rentrée épuisée à la maison. Je savais que ma mère travaillait tard ce soir-là et je me suis endormie profondément. Au milieu de la nuit, je fus brusquement réveillée par une odeur âcre de fumée. Les alarmes de l'immeuble retentissaient et la lumière ambrée des flammes éclairait faiblement la pièce à travers les rideaux. En un instant, la réalité m'a frappée. Il y avait un incendie. La panique m'a envahie. Je me suis levée précipitamment, essayant d'ouvrir la porte, mais une épaisse fumée noire m'a repoussée. Je me suis précipitée à la fenêtre, mais nous étions trop hauts pour que je puisse sauter. Tout semblait perdu quand soudain, j'ai entendu la voix de ma mère qui criait mon nom depuis le couloir. « Léa, où es-tu? Léa !» criait-elle. J'ai crié de toutes mes forces, espérant qu'elle m'entende malgré le vacarme de l'incendie. Et alors que les flammes commençaient à lécher les bords de la porte, la silhouette de ma mère est apparue. Elle m'a enveloppée dans une couverture mouillée qu'elle avait trouvée, m'obligeant à garder mon visage enfoui à l'intérieur pour me protéger de la fumée. Nous avons tenté de trouver une sortie, mais chaque chemin semblait bloqué. Finalement, ma mère a utilisé ses forces pour briser une fenêtre et crier à l'aide. Des pompiers ont rapidement monté une échelle, nous sauvant in extremis de l'embrasement. Je me suis évanouie à cause de l'inhalation de fumée et quand je me suis réveillée, j'étais dans un lit d'hôpital. À mon chevet, un médecin m'a informé que ma mère avait bravé les flammes pour me sauver, mais qu'en revenant dans l'appartement, elle avait été gravement brûlée. Des larmes ont rempli mes yeux en réalisant l'ampleur du sacrifice de ma mère. Malgré tout ce que j'avais fait, elle était revenue pour moi, risquant sa propre vie. Quand je l'ai finalement vue, son visage était couvert de pansements, mais ses yeux brillaient toujours du même amour inconditionnel. Nous avons passé des semaines à l'hôpital, elle se remettant de ses blessures, et moi, essayant de me pardonner. L'incident a été un véritable réveil pour moi. Je me suis rendu compte de l'importance de la famille et de l'amour véritable, et non des apparences et de la popularité. Le jour de notre sortie de l'hôpital, j'ai pris la main de ma mère, la serrant fort. Nous sommes rentrés chez nous, déterminés à reconstruire notre vie. La fausse Léa, celle obsédée par le statut, était partie. À sa place se trouvait une jeune fille, humble et reconnaissante, qui chérissait chaque instant passé avec sa mère. Clara et les autres avaient fini par découvrir la vérité suite à ces événements et s'étaient éloignés de moi.
Mais cela avait perdu de son importance. J'avais compris que ma mère valait plus que tout et avec le temps, j'ai trouvé de véritables amis au lycée, ceux sur qui je pouvais vraiment compter. Salut! Je m'appelle Jenna et mon plus grand problème, c'est que je suis trop belle. Je sais que vous êtes en train de vous dire « Mais sérieux, elle se fout de nous ?» Mais quand je vais vous raconter tout le cauchemar que j'ai vécu à cause de ma beauté, vous n'allez pas en revenir. Depuis que je suis toute petite, tout ce que j'entends, c'est « Waouh, Jenna, tu es trop belle. J'aimerais tellement que ma fille soit aussi belle que toi. » Ça ne m'avait jamais vraiment dérangée, bien au contraire. Qui n'aime pas être admiré, franchement. Mais voilà, tout a basculé au lycée. Avant que je ne te raconte mon histoire, n'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne pour plus d'histoires. Tout d'un coup, au lycée, ma beauté est devenue une véritable malédiction. J'étais complètement isolée. Les autres filles ne pouvaient pas me voir en peinture. Elles me jalousaient à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Elles chuchotaient derrière mon dos, me lançaient des regards noirs et parfois elles étaient carrément méchantes avec moi. Une fois, en classe de sciences, la prof avait demandé de former des binômes pour une expérience. Personne ne voulait être avec moi. Les filles avaient toutes déjà trouvé leur partenaire et moi, j'étais là, toute seule, comme une idiote. C'est alors que j'ai entendu Bria, l'une des filles les plus populaires et les plus méchantes de la classe, dire à haute voix « C'est pas grave. De toute façon, elle est trop belle pour avoir un cerveau. Elle doit penser que l'expérience va se faire toute seule. » Elle a éclaté de rire et rapidement, toute la classe l'a rejointe. J'étais humiliée, blessée et je me sentais plus seule que jamais. Le pire dans tout cela, c'était la réaction de ma prof. Elle m'a jeté un regard qui mélangeait la pitié et l'incompréhension. Mais elle n'a rien dit. Rien du tout. Mes professeurs, bien que professionnels, avaient aussi du mal à me voir au-delà de mon apparence. Certains pensaient que j'étais juste une jolie tête vide, tandis que d'autres étaient trop indulgents, comme s'ils croyaient que ma beauté me rendait fragile. J'ai essayé de garder la tête haute, de prétendre que ça ne me touchait pas, mais c'était trop dur. Mes yeux se sont remplis de larmes et j'ai dû m'échapper en courant de la salle. Les garçons, eux, c'était pire, bien pire. Ils ne me percevaient que comme un bout de viande, un jouet à afficher. Ils voulaient être vus avec la belle Jenna et ne se cachaient pas pour s'approcher par derrière et me coller les mains aux fesses. J'étais vraiment dégoûtée d'aller au lycée. Un jour, Brian, mon béguin, s'est approché de moi. Je l'aimais depuis longtemps, mais j'étais trop timide pour dire quoi que ce soit. Et ce jour-là, j'ai cru que je rêvais quand je l'ai vu approcher vers moi. « Hey Jenna, ça te dirait d'aller au ciné avec moi samedi ?» J'étais tellement surprise et heureuse que quelqu'un s'intéresse enfin à moi pour ce que j'étais, pas seulement pour mon apparence. J'ai hoché la tête complètement fébrile et j'ai accepté, mais mon bonheur a été de courte durée. Quelques jours après notre rendez-vous, je suis tombée sur une conversation entre Brian et ses amis dans les couloirs. Je pensais innocemment qu'ils étaient en train de parler du match de foot du week-end, mais alors, pas du tout, ils parlaient de moi. « Alors, t'as réussi à te la taper ?» a demandé l'un d'eux avec un sourire narquois. Brian a éclaté de rire, un rire froid et moqueur, et il a sorti un billet de 100 € de sa poche. Elle était tellement à fond, les gars. Elle a vraiment cru que j'étais intéressé par elle. Trop facile. Une beauté comme ça n'a pas de cervelle. Il suffit de les flatter un peu et elles tombent direct dans le panneau. J'étais paralysée, le cœur brisé, les larmes aux yeux. J'avais été si bête de croire qu'il pouvait s'intéresser à moi pour autre chose que mon apparence. Je suis partie en courant, essayant de retenir mes larmes jusqu'à ce que je sois loin, loin de leurs rires moqueurs et de leurs commentaires cruels. J'étais brisée, humiliée et je me sentais plus seule que jamais. Mon apparence, cette chose pour laquelle tout le monde me félicitait, était devenue mon plus grand ennemi. Et je ne savais pas comment m'en sortir. En rentrant à la maison, j'ai claqué la porte derrière moi, attirant immédiatement l'attention de mes parents qui étaient dans le salon. Mon visage était ruisselant de larmes, ma respiration saccadée.
« Maman, papa !» j'ai commencé, ma voix tremblante. « Je ne peux plus supporter ce lycée, ni toutes ces personnes méchantes. » Ma mère s'est levée précipitamment pour me prendre dans ses bras. « Chérie, tu sais, les gens t'envient juste. Tu as tellement de chance d'être si belle. » « De la chance ?» j'ai crié tout haut. « Être belle n'est pas une chance. Tu n'as aucune idée de ce que je ressens. Tous les jours, c'est un cauchemar. » Mon père m'a regardé d'un air inquiet. « Jenna, qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai pris une grande inspiration avant de tout leur raconter, des filles jalouses à Brian et son pari dégoûtant. Chaque jour est une torture et je n'en peux plus. C'est soit je quitte ce lycée, soit je ne sors plus jamais de cette maison, ai-je fini par dire. Après de longues discussions, mes parents ont décidé qu'il valait mieux pour moi de déménager. Quelques semaines plus tard, nous sommes partis pour une nouvelle ville où personne ne me connaissait. Dans mon nouveau lycée, j'ai eu une idée folle, quelque chose qui pourrait enfin me donner une chance de vivre une vie normale. Je porterai un masque. Un masque qui couvrirait mon visage, laissant voir seulement mes yeux, et ça a fonctionné. C'était comme si ce masque était vraiment mon visage. Dès le premier jour, j'ai senti la différence. Personne ne me dévisageait. Les filles venaient discuter avec moi sans arrière-pensée, et les garçons me traitaient comme une de leurs amies. J'avais enfin ce que je voulais, être invisible, être comme tout le monde. Tout allait enfin bien. J'avais trouvé des amis en or, surtout Léa, qui était devenue ma meilleure amie. On se partageait tout, enfin, presque tout. Mais comme vous le savez, le destin a une drôle de façon de jouer des tours, et il n'allait pas me laisser tranquille si facilement. Un jour, lors d'un cours de sport, alors que je jouais au basket, j'ai trébuché et suis tombée par terre. En me relevant, j'ai réalisé que mon masque avait glissé. Les jeux se sont arrêtés net et tous les regards se sont tournés vers moi. « Attendez, c'est Jenna ?» s'est exclamé quelqu'un. Elle est magnifique, a dit un garçon. Non mais attends, elle nous cachait ça depuis tout ce temps, a ajouté un autre, l'air trahi. Je me suis précipitée pour remettre mon masque, mon cœur battant à 1000 à l'heure. La honte, la peur, tout est revenu en une fraction de seconde. Et bien sûr, dès le lendemain, le cauchemar a recommencé. Les filles me jetaient des regards envieux et les garçons n'arrêtaient pas de me faire des avances. C'était le lycée précédent tout recommencé et je me sentais trahie par ma propre identité. « Mais pourquoi tu as fait ça ?» m'a demandé Léa, inquiète, entourée de notre groupe d'amis. « Pourquoi tu te cachais derrière ce masque ?» Les larmes aux yeux, j'ai tout déballé. Le harcèlement, la solitude, Brian et son pari cruel. Tout. Je voulais juste être normale, être aimée pour qui je suis et pas pour ce à quoi je ressemble, ai-je fini par dire. À ma grande surprise, Léa et les autres m'ont prise dans leurs bras, me réconfortant. « On s'en fiche de à quoi tu ressembles, Jenna. On t'aime pour toi, avec ou sans masque. » C'était la première fois que quelqu'un, à part mes parents, me disait ça, et ça m'a touché droit au cœur. Même si certains élèves ont continué à être cruels, j'avais enfin trouvé quelque chose de précieux, un groupe de véritables amis qui me soutenaient. Grâce à eux, j'ai enfin pu me libérer de mon masque. Aujourd'hui, chaque fois que je me regarde dans le miroir, je vois une jeune fille forte, soutenue par des amis fidèles. Et surtout, je vois quelqu'un qui a appris que la véritable beauté vient de l'intérieur et que peu importe à quoi nous ressemblons, ce qui compte vraiment, c'est la personne que nous choisissons d'être. Et vous, chers auditeurs, avez-vous déjà été marginalisé à cause de votre apparence? Dites-le nous dans les commentaires. Bonjour, je m'appelle Lucie et je vais vous raconter le cauchemar que j'ai vécu avec la femme de mon père. Mais avant de raconter mon histoire, n'oublie pas de t'abonner pour plus d'histoires dans ce style. Avant que tout ce cauchemar ne commence, ma vie était semblable à un conte de fées. Mon père, ma mère et moi formions la petite famille parfaite. Mes parents s'aimaient tellement qu'il était rare de les voir l'un sans l'autre. Ils se tenaient toujours la main, partageaient de doux regards et éclatèrent de rire à la moindre blague.
J'adorais ces moments où nous nous blottissions tous les trois sur le canapé pour regarder un film ou jouer à un jeu de société. Ma mère était ma meilleure amie. Elle me lisait des histoires, cuisinait mes plats préférés et me consolait lorsque j'étais triste. Elle était vraiment tout pour moi. Mais les choses ont commencé à changer. Ma mère s'absentait de plus en plus souvent. À chaque fois, elle me promettait qu'elle reviendrait vite, me donnant un baiser sur le front avant de partir. J'ai fini par découvrir qu'elle passait du temps à l'hôpital. Elle était malade, mais mes parents n'avaient pas voulu m'inquiéter avec cette vérité. J'étais habituée à ses allers et retours jusqu'à ce jour fatidique où elle n'est pas revenue. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Les mois qui ont suivi, mon père et moi étions submergés par le chagrin. Les repas étaient silencieux, la maison était plongée dans une morosité constante. J'aurais tout donné pour entendre encore le doux rire de ma mère. Mais alors que je pensais que rien ne pourrait être pire, mon père a introduit Béatrice dans nos vies. Au début, elle semblait douce et compréhensive, faisant de son mieux pour se rapprocher de moi. Mais cette façade s'est rapidement effondrée. « Lucie, ma chérie, tu aimerais que je te fasse du chocolat chaud ?» proposait-elle avec une fausse douceur lorsque mon père était à proximité. Mais dès qu'il avait le dos tourné, c'était une toute autre personne. Dès le départ de mon père pour le travail, les masques tombaient. Béatrice, loin d'être la belle-mère bienveillante qu'elle prétendait être, se transformait en véritable bourreau. Elle semblait prendre un malin plaisir à m'accabler de corvées dès l'aube, prenant un ton hautain et condescendant à chaque occasion. « Debout, fainéante! Les sols ne vont pas se nettoyer tout seuls !» Elle me tirait du lit avec une force qui me faisait parfois trébucher sur le sol froid de ma chambre. Le moindre faux pas ou la moindre hésitation de ma part était prétexte à des remontrances humiliantes. Un matin, alors que je venais à peine de finir le repassage, elle m'a saisi le bras et m'a jeté une chemise au visage. « Regarde-moi cette horreur. Une simple tâche et tu n'arrives même pas à faire ça correctement. Es-tu vraiment aussi incapable ?» De plus en plus désemparée, j'ai décidé un jour de me confier à mon père. Je lui ai tout raconté, de ses accès de colère à ses remontrances humiliantes. Il semblait incrédule et, au fond de moi, je savais que cela allait être difficile de le convaincre. Béatrice avait parfaitement su jouer de ses charmes, se présentant comme une belle-mère idéale dès qu'il était dans les parages. Un soir, après que je lui ai parlé, mon père a tenté d'aborder le sujet avec Béatrice. Il a cherché à comprendre et à voir s'il y avait du vrai dans mes accusations. « Béatrice, Lucie m'a dit que tu la traitais différemment lorsque je ne suis pas là. Est-ce vrai ?» a-t-il demandé d'une voix douce. Je la vis blanchir, puis son visage se transforma en une expression de tristesse et d'incompréhension. « Comment peux-tu penser une telle chose ?» s'est-elle écriée avant de fondre en larmes. Elle se jeta dans les bras de mon père, sanglotant comme une enfant, faisant ressortir toute sa vulnérabilité. J'ai essayé de mon mieux pour être là pour elle, pour combler le vide laissé par sa mère. Et voilà comment elle me remercie. Elle pleurait si fort, avec tant de sincérité apparente, que mon père en fut complètement désarmé. Je sentais son regard peser sur moi, plein de déception et d'incompréhension. Le lendemain, alors que mon père était sorti, Béatrice vint vers moi, un sourire malveillant aux lèvres. « Pauvre petite, tu pensais vraiment qu'il te croirait ?» Elle se rapprocha, me fixant de ses yeux froids. « Tu devrais te souvenir de ta place, Lucie. Et si tu continues à essayer de me discréditer, je m'assurerai personnellement que tu sois envoyée en pension loin d'ici. » Je restai là, tremblante, incapable de répondre. Puis elle prononça des mots qui me glacèrent le sang. « Ta mère doit se retourner dans sa tombe en te voyant agir ainsi. Elle aurait honte de toi. » Ces paroles étaient la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Elle avait osé parler de ma mère, la seule personne qui m'avait toujours aimée et soutenue sans condition. Je devais trouver un moyen de dévoiler la vraie nature de Béatrice. Après des jours de réflexion, j'ai eu une idée. Je me souvenais d'une certaine Claudine que Béatrice avait évoquée comme étant une amie d'enfance. Poussée par la curiosité, je me suis mise à fouiller sur les réseaux sociaux. Après quelques heures de recherche, je suis tombée sur le profil de Claudine.
Avec hésitation, je lui ai envoyé un message pour en savoir plus sur Béatrice. À ma grande surprise, Claudine m'a répondu rapidement, me confiant que Béatrice avait un passé plutôt suspect. Elle m'a parlé de plusieurs hommes avec qui Béatrice avait été liée. Chaque histoire était presque identique. Elle profitait de leur chagrin, s'immisçait dans leur vie et tentait de les escroquer. Claudine m'a même envoyé des coupures de journaux parlant de ses affaires. Toutes les preuves étaient claires et contre Béatrice. Avec ces informations, j'ai attendu le bon moment pour en parler à mon père. Un soir, Béatrice étant sortie, j'ai pris une grande inspiration et commencé « Papa, il y a quelque chose que tu dois savoir sur Béatrice. » J'ai déversé tout ce que j'avais, les articles, les photos, les messages. Mon père a parcouru lentement chaque article. Lucie, est-ce que tout cela est vrai? Oui, papa. Claudine m'a tout dit. Béatrice a fait cela plusieurs fois. Lorsque Béatrice est rentrée, mon père s'est levé, les articles en main. Béatrice, qu'est-ce que c'est que ça? Elle a regardé les papiers éparpillés et a blêmi. Où as-tu eu ça? Mon père, les yeux noirs de colère, a rétorqué. Tu m'as menti depuis le début. Tout ça, c'est du passé. J'ai changé. Mais mon père était inébranlable et elle a fini par capituler et dire avec un mauvais sourire Eh bien, c'était amusant tant que ça a duré. Je trouverai quelqu'un d'autre. Il y a toujours des hommes comme toi qui attendent d'être sauvés. Mon père, d'un ton triste, lui a hurlé. Sors de ma maison et ne reviens jamais. Elle a ri froidement, ramassé son sac à main et est sortie sans un autre mot, laissant derrière elle un silence assourdissant. J'ai regardé mon père, le cœur lourd, et me suis approchée doucement. « Papa ?» Il a secoué la tête, comme pour chasser un mauvais rêve, et m'a ouvert les bras. C'est fini, Lucie. Elle est partie. Dans ses bras, je pouvais sentir son cœur battre fort, la tristesse l'emportant sur la colère. Mais il y avait aussi un soulagement palpable. Béatrice était hors de nos vies pour de bon. Nous étions libres. Je m'appelle Juliette. Ma vie, jusqu'à un certain moment, était assez ordinaire. Je vivais à Paris, j'étais étudiante en littérature et je rêvais de grands voyages et d'aventures. Mais jamais je n'aurais imaginé que mon aventure commencerait dans un petit café de Montmartre. C'était une journée ensoleillée de printemps, les rayons du soleil filtraient à travers les arbres et la ville bruissait d'énergie. J'étais assise, un livre à la main, perdue dans mes pensées, quand j'ai entendu une voix. Ce livre est fascinant, non? Oui, il l'est, ai-je répondu, surprise, me demandant qui venait me perturber dans ma lecture. Mais quand j'ai levé les yeux, je suis restée sans voix. Devant moi se tenait le plus beau garçon que j'ai jamais vu. Il avait un regard magnifique, pétillant de curiosité et un sourire chaleureux qui me faisait fondre. Mais il y avait un petit souci, il était noir. Mes parents, bien que souvent charmants en public, avaient une vision du monde plutôt particulière. Ils avaient grandi dans un milieu conservateur et avaient des idées arrêtées sur les gens en fonction de leur origine. Les Noirs, tu sais, ils ne sont pas comme nous. Ils peuvent être violents et ils n'ont pas les mêmes valeurs, m'avait souvent répété ma mère. Mon père, quant à lui, disait souvent avec mépris « Ils ne travaillent pas et profitent du système ». Je savais que ces clichés étaient faux, mais ils avaient quand même laissé une empreinte sur moi. Face à ce bel inconnu, j'étais déchirée entre mon éducation et ce que mon cœur me dictait. Mais j'ai fait un effort et je lui ai souri. Quand il m'a souri en retour, j'ai senti mon souffle se bloquer dans ma poitrine. Ses yeux étaient comme deux étoiles brillantes, et chaque seconde passée à le regarder faisait battre mon cœur un peu plus fort. Nous avons échangé sur le livre, puis sur nos passions, nos rêves et nos espoirs. C'était comme si nous nous connaissions depuis toujours. Au fil des semaines, Ibrahima m'a montré un monde que je ne connaissais pas. Il m'a parlé de sa famille, de son enfance au Sénégal et des valeurs qui lui ont été inculquées. Respect, amour, solidarité. Nous avons partagé des moments intenses, des éclats de rire sous la tour Eiffel, des promenades main dans la main le long de la Seine, des heures à discuter de tout et de rien.
Chaque jour avec Ibrahima était une aventure, une chance de découvrir une nouvelle facette de lui, et chaque nuit, je m'endormais avec le doux souvenir de ses lèvres sur les miennes. C'était le genre d'amour qui fait chavirer, qui consume, qui passionne. Mais je gardais ce secret bien caché, loin des yeux de mes parents. D'ailleurs, mon père insistait souvent pour que je fréquente Jérémie Laporte, le fils d'un de nos voisins. Selon lui, Jérémie était un bon parti. Mais à chaque rendez-vous arrangé, mon esprit s'évadait vers Ibrahima. Un jour, une nouvelle bouleversante est arrivée. Ma tante, vivant à Marseille, avait eu un accident. Mes parents ont dû se précipiter à son chevet, me laissant seule à la maison. C'était l'occasion rêvée. J'ai invité Ibrahima. Les jours qui ont suivi ont été magiques. Pour la première fois, nous avons vécu notre amour sans contrainte, sans peur des regards. On a dansé dans le salon, cuisiné ensemble et regardé des films jusqu'au petit matin. C'était comme une parenthèse enchantée dans notre histoire, une bulle de bonheur pur. Nous étions justement en plein milieu d'un film quand mes parents ont tout à coup fait irruption dans le salon. Mon cœur est littéralement tombé dans mon ventre. La surprise, la peur et l'embarras m'ont envahi en une fraction de seconde. Ibrahima, lui, s'est levé d'un bond, cherchant à trouver les mots justes. « Qui est cet homme et que fait-il chez nous ?» s'est exclamé mon père avec un air furieux. « Papa, c'est... » J'ai commencé, essayant de trouver le courage de dire la vérité. « C'est Ibrahima. » a continué ce dernier en tendant la main vers mon père, essayant de désamorcer la tension. « C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur. » Mais mon père a ignoré la main tendue. Sa colère était palpable. Ma mère, à ses côtés, avait l'air tout aussi choquée, ses yeux allant d'Ibrahima à moi en quête d'explications. Ibrahima est mon ami, ai-je finalement réussi à articuler. Nous sommes ensemble depuis quelques mois. Il m'a regardé avec incrédulité. Ibrahima, mais c'est un prénom africain et musulman. La situation s'est envenimée rapidement. « Sors de ma maison !» a hurlé mon père à l'adresse d'Ibrahima. Ibrahima, le visage empreint de dignité, malgré l'humiliation, a rétorqué calmement « Je vous respecte, monsieur, car vous êtes le père de Juliette, mais je mérite le même respect en retour. » Ma mère, les yeux écarquillés, a ajouté « Nous t'avons parlé de Jérémie Laporte. Un bon garçon, bien élevé. Pourquoi lui as-tu préféré... ça ?» J'ai explosé, les larmes coulant sur mon visage. « Il a un nom, maman. C'est Ibrahima, l'homme que j'aime. » Mon père s'est avancé menaçant vers lui. « Qu'est-ce que tu as fait à ma fille pour qu'elle te défende de la sorte? Tu as fait votre sorcellerie africaine ?» « Rien. » a répondu Ibrahima en gardant son calme. « Rien, sinon lui avoir montré de l'amour, du respect et de la compréhension. Des choses que, semble-t-il, elle ne trouve pas ici. » Sans un mot de plus, Ibrahima s'est tourné vers moi, m'a donné un baiser tendre sur le front et a quitté la pièce, la tête haute. La tension était palpable dans la pièce après son départ. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» a hurlé ma mère. « L'inviter dans notre maison comme si c'était rien. »« Papa, maman, ai-je commencé, cherchant mes mots. Je suis amoureuse. Pourquoi ne pouvez-vous pas le voir ? Pourquoi votre amour pour moi est-il conditionné par la couleur de peau ou la religion de mon compagnon ? » Les jours qui ont suivi ont été un calvaire. Des repas silencieux, des regards accusateurs et cette lourde sensation d'être une étrangère dans ma propre maison. Je ne pouvais m'empêcher de penser à Ibrahima et de m'en vouloir de l'avoir mis dans cette situation. Mais une chose était sûre, je ne renoncerai pas à lui quoi qu'il m'en coûte. Quelques semaines plus tard, mon père, Antoine, est parti pour son premier jour de travail, fier d'avoir enfin trouvé un emploi après des mois de recherche. À son retour, il semblait différent, un mélange de surprise, de confusion et de remords. « Comment s'est passé ton premier jour ?» ai-je demandé, essayant d'établir un semblant de normalité après les semaines tumultueuses que nous venions de traverser. Il m'a regardé, cherchant ses mots. « L'homme pour qui je travaille est très respecté, et il est d'une gentillesse remarquable. Nous avons parlé de famille et...
Il a marqué une pause, semblant hésiter. Il m'a montré une photo de son fils, et c'était Ibrahima. Ma mère et moi, nous sommes échangés un regard, cherchant à comprendre l'émotion de mon père. Il m'a parlé de sa famille, de leurs valeurs, de l'éducation qu'il a donnée à son fils. Il était tellement fier d'Ibrahima, de ses études, de son travail. Je ne pouvais pas croire que c'était le même homme que nous avions chassé de chez nous. Les jours suivants, mon père est rentré chaque soir avec de nouvelles histoires sur la famille d'Ibrahima et j'ai pu voir à quel point il était impressionné par eux. La réalisation que ses préjugés étaient infondés le hantait. Un soir, alors que nous étions assis autour de la table, mon père a suggéré « Peut-être devrions-nous inviter la famille d'Ibrahima à dîner, pour apprendre à les connaître mieux et pour m'excuser. » Ma mère, bien que surprise, a acquiescé et quelques jours plus tard, nos deux familles se sont assises à la même table. Il y avait de la gêne au début, mais le père d'Ibrahima, avec sa sagesse et sa générosité, a réussi à détendre l'atmosphère. Il a dit « Nos enfants sont plus sages que nous. Ils voient au-delà des apparences, au-delà des préjugés. Ils voient l'âme et le cœur des gens. C'est une leçon pour nous tous. » Les mois qui ont suivi ont vu nos familles se rapprocher. Mes parents, tout particulièrement mon père, ont appris à connaître Ibrahima, non pas comme le jeune homme noir, mais comme l'homme aimant, intelligent et respectueux qu'il était. Ils ont vu à quel point il prenait soin de moi, à quel point nous étions heureux ensemble. Avec le temps, les préjugés de mes parents ont commencé à s'estomper. Ils ont appris l'importance de juger les gens sur leur caractère plutôt que sur leur origine. Et, grâce à l'amour que nous partagions, Ibrahima et moi sommes devenus un symbole de ce que peut accomplir l'amour véritable, brisant les barrières et réunissant deux mondes apparemment si différents. Salut, je m'appelle Danielle et je vais vous raconter comment ma vie, qui était autrefois un conte de fées, est devenue un véritable cauchemar. Tout a commencé quand celle qui allait devenir ma mère adoptive s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Après de longues discussions, elle a réussi à convaincre son mari, celui qui allait devenir mon père adoptif, d'entamer les démarches pour adopter un enfant. Maman m'a souvent raconté que, dès le premier regard échangé à l'orphelinat, elle a su que j'étais celle qu'elle avait toujours attendue, la fille qui allait combler son cœur d'amour et de bonheur pour toute sa vie. Si seulement cette promesse silencieuse avait tenu, mais continuons avec l'histoire. Au départ, je vivais dans une bulle de bonheur. Aussi loin que mes souvenirs remontent, je ne me rappelle pas une seule fois avoir pleuré. Mes parents m'adoraient littéralement, à la limite de l'excès. J'avais droit à des gâteaux, des sucreries autant que je voulais et je dormais même avec eux dans leur chambre chaque fois que je le désirais. À mes anniversaires, j'avais droit à de grosses fêtes. Des clowns et des magiciens transformaient notre jardin en un cirque. J'étais si heureuse en ce moment-là et je pensais que tout allait continuer ainsi. Mais voilà. Tout a changé le jour où mes parents m'ont fait asseoir pour une grande discussion. Je me souviens très bien de ce jour. J'avais 11 ans et on venait juste de rentrer de mon cours de tennis. Mes parents avaient alors une expression sérieuse que je n'avais jamais vue. « Maman a quelque chose d'important à te dire, ma chérie. » a commencé papa avec un sourire un peu forcé. Maman m'a regardé, les yeux brillants d'une émotion indéchiffrable, puis elle a lâché la nouvelle qui a fait basculer tout mon monde. Mon ange, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Je suis enceinte. Ma première réaction fut un sourire immense. Vraiment, m'exclamai-je, déjà rêvant de jouer et de partager mes journées avec ce nouveau compagnon de jeu. J'étais si heureuse à l'idée d'avoir enfin quelqu'un d'autre à aimer et qui m'aimerait. Si j'avais su. Si seulement j'avais pu deviner que cette nouvelle annonçait que mon conte de fées allait virer au cauchemar.
Le changement a été brutal, presque du jour au lendemain. Maman, qui autrefois avait tout le temps du monde pour moi, s'est soudainement trouvée absorbée par sa grossesse. Les histoires avant de dormir, les jeux dans le jardin, les après-midi de bricolage, tout a commencé à s'évanouir comme si ces moments n'avaient été que des mirages. Mon père, qui était déjà très absent à cause de son travail, me remarquait à peine à présent. Un jour, mon père est rentré tôt du travail, ce qui était rare, et comme toujours, il est passé devant moi sans un mot et s'est dirigé vers ma mère. Il s'est assis à côté d'elle sur le canapé et doucement, il a posé ses mains sur son ventre arrondi. « Je crois qu'il a bougé. » a dit papa, son regard fixé sur le ventre de maman. Je me suis précipitée vers eux, le cœur bondissant de joie à l'idée de sentir mon futur frère ou sœur. Avec une hésitation, j'ai tendu la main pour partager ce moment avec eux. Mais ma mère s'est écartée brusquement, me repoussant avec une force surprenante. « Daniel, éloigne-toi! Tu es toujours dans nos pattes. Tu pourrais lui faire mal. » Elle me fixait avec des yeux où ne brillait aucune trace d'affection. Je suis restée là, interdite, me sentant vraiment seule au monde. Mais maman, Tu es insupportable. Tu ne vois donc pas que nous avons d'autres préoccupations maintenant? Tu devrais avoir honte de ton égoïsme. Son ton était si dur, si tranchant, qu'il me transperça le cœur. Les larmes me sont montées aux yeux. « Je suis désolée », j'ai murmuré avant de m'éclipser, fuyant vers ma chambre en pleurant. Dans ma chambre, je me suis sentie abandonnée, complètement oubliée. Pour la première fois, je me suis demandé où pouvaient bien être mes vrais parents. J'étais vraiment triste et pourtant, ce n'était que le début de mon calvaire. Lorsque Leslie, ma petite sœur, est née, j'ai été reléguée encore plus en arrière-plan. Mes parents ne semblaient même plus me voir. Ils ont aménagé un petit coin dans la cuisine où j'étais supposée dormir car ma chambre était désormais celle de Leslie. Mes jouets, mes livres, mes souvenirs, tout était devenu ceux de Leslie. Malgré tout, je ne pouvais m'empêcher d'aimer cette petite fille. Lorsque j'étais seule avec elle, je jouais doucement. Je lui chantais des berceuses, fascinée par ses petits doigts et ses sourires innocents. Mais ces moments étaient rares, car mes parents m'avaient formellement interdit de m'approcher d'elle. « Ne touche pas à ta sœur, Daniel. Tu es trop brusque. Laisse-la tranquille. » me disait souvent maman d'un ton sec, sans même lever les yeux de ce qu'elle faisait. Un jour, alors que maman était dans la chambre, Leslie, qui commençait à ramper, s'est dirigée vers moi. Nous étions en train de jouer tranquillement lorsque soudain, elle s'est blessée avec un jouet. Son cri perçant a résonné dans la maison. Maman est accourue, très en colère. « Qu'as-tu fait ?» a-t-elle hurlé en me voyant près de Leslie en pleurs. Je ne faisais que jouer avec elle, ai-je balbutié, terrorisée. Tu es irresponsable, Daniel. Regarde ce que tu as fait. Elle me regardait avec tellement de haine. Les larmes coulaient sur mes joues alors que maman berçait Leslie, essayant de la calmer. Va-t'en, Daniel. Va retrouver tes vrais parents. Je regrette tellement de t'avoir adopté. Je ne pouvais croire ce que j'entendais. À 13 ans, j'étais chassée de chez moi. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. C'est alors que papa est rentré. Au lieu de chercher à comprendre, il a simplement soutenu maman. « Écoute ta mère. Va prendre tes affaires et pars retrouver tes vrais parents. Tu es un danger pour notre fille. » Après avoir été chassée de chez moi, je me suis retrouvée à errer dans les rues, perdue et effrayée. Il faisait nuit et j'étais seule, enveloppée par l'obscurité et la peur. Soudain, j'ai senti que quelqu'un me suivait. J'ai commencé à courir, les larmes inondant mon visage. J'avais vraiment peur et je courais de toutes mes forces. Mais cette personne m'a rattrapée. C'était un homme qui tentait de m'agresser, de m'arracher mes vêtements. Je hurlais et pleurais, implorant qu'on m'aide. Alors, dans un éclair de lumière, l'homme s'est effondré au sol, assommé par un autre homme grand et fort. Ce dernier s'est avéré être le garde du corps d'une femme élégante qui attendait non loin dans une belle voiture. « Est-ce que ça va ?» a demandé la femme avec douceur, s'approchant de moi. Je tremblais, incapable de répondre. Le garde du corps m'a aidé à m'approcher d'elle. Dans sa voiture, je lui ai tout raconté. Mon adoption, l'arrivée de ma sœur, l'abandon de mes parents.
Ne t'en fais pas, tu es en sécurité maintenant. M'a-t-elle assuré. Je me suis rendu compte quelques heures plus tard que cette femme était une célèbre actrice d'Hollywood. Elle m'a emmenée dans sa somptueuse maison. C'était tellement beau chez elle. Le lendemain, elle a contacté mes parents, mais ils ont déclaré ne plus vouloir de moi, car ils avaient maintenant leur propre fille. Quand elle m'a annoncé cela, j'ai éclaté en sanglots. Je n'ai plus personne, j'ai murmuré. Mais tu m'as moi maintenant. M'a-t-elle répondu avec tendresse. Elle m'a prise dans ses bras et a aussitôt appelé son avocat qui s'est arrangé à ce qu'elle m'adopte très rapidement. Depuis ce jour, ma vie a complètement changé. Je voyage avec ma nouvelle mère, découvrant des endroits que je n'aurais jamais imaginés. Elle m'a même aidé à décrocher un rôle dans un film qui sortira bientôt. C'est un monde nouveau, rempli d'amour et de soutien, si différent de ma vie d'avant. Le rejet cruel de mes parents adoptifs restera à jamais gravé dans mon cœur. Mais aujourd'hui, je vis une vie remplie d'amour, d'aventures et de nouvelles opportunités.